Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une vidéo avis de Gloomhaven Buttons and Bugs. Donc il s'agit d'une version solo et miniature quelque part de Gloomhaven. C'est un jeu qui est écrit par Joey Clipwell et il est basé sur notamment un fan-made qui s'appelle Gloomholding qui se joue entièrement dans la main. Alors ici c'est une version un peu adaptée, revisitée, où il y a du coup moins de matériel, géré différemment, et là par contre il faut bien une table pour pouvoir y jouer. Donc Gloomhaven Buttons and Bugs est un dungeon crawler pour une seule personne. Actuellement il est uniquement en anglais et il n'y a pas eu d'annonce pour une version française, mais c'est vrai qu'on peut espérer le voir arriver d'ici quelques années. C'est un jeu qui a été en financement participatif et qui a été livré là, assez récemment en mai 2024. Dans ce Gloomhaven, on va incarner un personnage et qui va vivre différentes aventures qui sont représentées sous ces formes de cartes-ci, où on a du coup le niveau de la carte, son nom, un petit contexte, les conditions de mise en place et de victoire, et la suite du scénario une fois qu'on aura réussi l'objectif. Il y a des informations autour, mais on reviendra dessus après. De l'autre côté de la carte, nous avons l'arène qui représente du coup notre zone de combat. Nous avons la case sur laquelle nous allons commencer, donc pour un seul personnage. Nous avons également l'emplacement des ennemis avec leur numéro pour qu'on puisse les reconnaître. Ils ont également une couleur spécifique. Et on va également avoir des informations supplémentaires sur les zones, avec des zones infranchissables, des zones de danger qui vont nous faire des dégâts ou faire des dégâts aux ennemis. C'est très petit, c'est de la taille d'une carte, mais en réalité ça fonctionne plutôt bien. Hop, j'avais mis un exemple ici. Voilà, on peut, s'il se déplace, on va pouvoir le déplacer, on se déplace, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Alors moi, les cartes sont un petit peu bombées, donc c'est un petit peu dommage là-dessus, et j'espère que c'est pas le cas pour toutes les boîtes. Mais malgré ça, j'ai trouvé ça très, très pratique et très bien pensé. Les ennemis du plateau sont représentés par des fiches comme celle-ci, donc qui nous présentent à la fois l'initiative pour ceux à qui ça parlerait, donc c'est-à-dire l'ordre dans lequel les ennemis et nous allons jouer. On va également avoir leurs différentes attaques et leurs points de vie et les effets un peu permanents de ces ennemis. Sur le côté ici, nous avons la planche des modificateurs qui est, je trouve, très bien pensée, avec du coup, en fonction du dé que nous allons lancer, un dé où il y a 3 faces différentes, nous allons avoir un différent résultat qui vont influencer notre jet d'attaque. Si de base j'ai 3 d'attaque, je lance le dé, là il est à 0, je vais lire la ligne où il y a le petit cube blanc, et du coup là mon modificateur d'attaque est 0. Mais on a également des échecs et des multiplicateurs de dégâts. Au niveau des ennemis, on en a quand même un nombre important, en sachant qu'ils sont tous recto verso. Donc voilà, il y a de quoi jouer et avoir des monstres différents. De notre côté, nous allons incarner un personnage parmi les 6 disponibles, qui ont un peu toute leur spécificité au travers de leur deck de 4 cartes de base qu'on va pouvoir améliorer. Donc c'est des cartes recto verso, et on va pouvoir, au fur et à mesure de notre avancée dans la mini-campagne, les remplacer par des cartes un peu plus puissantes qui sont elles aussi recto verso. Au niveau du modificateur, donc on retrouve la même chose que les ennemis, et en fonction de notre niveau, du niveau du coup du scénario, on va pouvoir avoir des modificateurs d'attaque qui vont évoluer. Donc ça va nous permettre d'avoir des effets spécifiques, et globalement, plus on va avancer, moins on aura de risque de se louper. Du côté des ennemis, d'ailleurs, on a un peu quelque chose de similaire, parce que là, vous voyez qu'on est en niveau standard, qui est le mode normal, qui a déjà son lot challenge, mais on peut du coup varier un peu la difficulté avec un niveau très facile, difficile ou très difficile pour les plus forts d'entre vous. Lorsque ça va être notre tour, on va devoir choisir un encadré haut et un encadré bas, donc on a 2 possibilités qu'on va pouvoir jouer en fonction de l'avancée sur le plateau. En fonction des cartes qu'on va jouer, on va également pouvoir choisir l'initiative avant les ennemis. Donc là, par exemple, ça peut être intéressant pour moi d'essayer de jouer la première. Donc je vais dire que mon initiative est 27, et après je vais lancer ce dé-là, qui va me permettre de définir l'initiative de l'ennemi avec les informations qui sont notées en haut. Le personnage, on va dire, qui a l'initiative la plus faible va commencer à jouer, donc ça peut être notre personnage comme l'ennemi, et du coup on a
Par exemple, là, on a 2 archers. Les 2 archers vont jouer en même temps, mais le bandit peut jouer avant ou après nous, etc. Donc quand ça va être mon tour, je vais pouvoir choisir ma combinaison d'actions. Et si j'attaque, je vais lancer mon modificateur d'attaque. Donc là, c'est un moins. Je vais lire sur ma ligne ici que ça fait moins 1 dégât et je vais appliquer les dégâts à l'ennemi. Ça va ensuite être au tour des ennemis de m'attaquer. Ça va fonctionner de la même manière. Quand ils sont à ma portée, ils vont m'attaquer et je vais appliquer le résultat du modificateur. Une fois que le tour est terminé, on va retourner les 2 cartes qu'on vient de jouer sur la phase B et on va commencer un nouveau tour. Lorsque je vais de nouveau jouer les cartes B, dans ce cas-là, ils vont devenir défaussés et j'ai une petite place à côté de mon personnage ici pour mettre ma défausse. On va bien différencier la défausse des cartes perdues. Il y a certaines cartes qui vont avoir un symbole ici pour dire qu'il faut la détruire quelque part. Et également, quand on va faire un repos pour récupérer nos cartes pour jouer, on va devoir en défausser une aléatoirement ou en payant un point de vie. Et la carte qu'on aura ainsi retirée sera également sur cette pile. Donc voici l'idée générale du jeu. Nous jouons nos cartes qui vont aussi servir de chronomètre parce qu'on aura du coup un nombre de tours limité défini par notre nombre de cartes. On va pouvoir améliorer notre personnage, aussi bien au niveau des modificateurs. Notre santé va également évoluer en fonction de notre nombre de points de vie. Et on va également pouvoir améliorer nos cartes grâce aux cartes supplémentaires. Chaque personnage a d'ailleurs son propre deck et ses propres cartes d'amélioration. Ainsi de suite, quand on va gagner les scénarios, eh bien on va passer de scénario en scénario jusqu'à arriver au 20e scénario, qui est du coup le dernier scénario de notre campagne. Donc ce jeu est édité par Cepholaire, qui est l'éditeur à l'origine des différents Gloomhaven et Frosthaven, qui sont très appréciés par les joueurs. Dans ce Gloomhaven, le matériel est plutôt de bonne qualité et agréable à jouer. Il y a juste un peu les cartes qu'on aura peut-être facilement abîmées sur les bords à cause de la manipulation, de les retourner, d'essayer de les attraper pour lire le truc derrière. Je pense que ça peut les abîmer. On appréciera quand même le double layer pour les différents ennemis, mais aussi pour les modificateurs. C'est vraiment très bien fait et très agréable. Et franchement, pour le prix, il n'y a rien à redire. L'ergonomie du jeu est très bien pensée. Justement, le fait de pouvoir mettre nos ennemis ici et de pouvoir définir l'initiative avec juste ces petits cubes-là. Et pareil, pour les modificateurs d'attaque, ça marche bien, qu'on arrive bien à le mettre de côté. Les cartes, elles rentrent pile poil dedans. Ça c'est vraiment nickel. Et justement, pour ce travail sur l'ergonomie et le plaisir qu'on va avoir à jouer avec ce matériel, je leur décerne un carton vert. L'objectif de ce carton, c'est de vraiment mettre en avant les points qui sont très bien travaillés et qui vont au-delà des espérances qu'on pourrait avoir. Alors cependant, je mettrai quand même un gros bémol sur les compteurs de points de vie, que je trouve vraiment beaucoup trop fins. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Je vous mets à côté de l'autre, je pense qu'on verra la différence. C'est pas très agréable à manipuler, pas très pratique. Alors à force de jouer avec, ça coulisse un peu mieux. Je pense que la vie, ça a fait aujourd'hui un peu moins de frottement. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre un poil plus épais pour que ce soit quand même plus agréable. Et là-dessus, carton jaune quand même, parce que il n'y aurait pas fallu grand-chose pour bien améliorer le confort de jeu. Alors j'aime beaucoup aussi l'approche de Cepholaire pour nous aider à prendre en main le jeu. Il y a souvent, en tout cas pour Gloomhaven, la mâchoire du lion, on a un peu des premiers scénarios qui sont un peu des tutoriels qui vont nous aider à prendre en main le jeu sans avoir trop d'informations. Et ils ont repris cette approche-là pour Gloomhaven Buttons and Bugs, où on va avoir du coup un livret d'apprentissage qui va nous être fourni, alors en anglais forcément, mais qui va nous permettre d'avoir les principaux éléments pour pouvoir jouer. Et les niveaux, les scénarios vont également être un peu crescendo. Le premier, il y aura peu d'éléments à prendre en compte. On va avoir une version un peu allégée et petit à petit, on va avoir de plus en plus de complexité. Donc je trouve ça très bien. En revanche, je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas mis les règles complètes. Il faut scanner le QR code pour accéder à l'ensemble des règles. Surtout qu'il ne manquait pas grand-chose. Il manquait que ces parties-là. Donc même sans forcément rentrer dans les détails, je pense qu'ils auraient pu ajouter quand même quelques pages pour nous expliquer tout ça. Là, je comprends vraiment pas leur choix là-dessus. Pour moi, c'est un carton rouge. On ne devrait pas avoir ce genre de problème-là dans les jeux de société. Aujourd'hui, avoir son téléphone pour consulter les règles, c'est pas toujours pratique. En plus, là, il y a énormément de règles. Du coup, on passe notre temps à scroll et c'est difficile de retrouver les informations. Je finissais par aller sur le PC pour que ce soit plus pratique.
Alors l'un des avantages quand même à avoir les règles aussi en numérique, c'est de pouvoir traduire facilement le livret. Parce que du coup, sur Internet, vous pouvez facilement faire traduire en français. Ça fonctionne plutôt bien. Si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais comme moi, ça peut vous aider à mieux comprendre les règles. Bon, globalement, je trouve que il n'y a pas de termes trop compliqués en anglais. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis avec le livret d'apprentissage. Mais voilà, j'aurais vraiment voulu avoir les règles en entière, surtout qu'au final, les informations qui me manquent le plus sont celles qui ne sont pas dedans, parce qu'elles sont celles qui sont un peu plus compliquées à prendre en main. Et voilà, à chaque fois, je dois retourner sur Internet pour avoir les informations, et c'est dommage, surtout pour une petite boîte qu'on va un peu emmener partout, et qu'il y avait encore un peu de place dans la boîte pour avoir un livret à peine plus épais. Ouais, j'aurais vraiment aimé avoir des règles complètes. Au niveau du gameplay, j'ai pas grand-chose à redire. On va retrouver les mécaniques principales de Gloomhaven, avec rapidement du coup le combat tactique sur notre plan. On va également avoir la gestion des cartes qui est assez spécifique à Gloomhaven, avec les deux zones et la manière de jouer. On va également retrouver l'amélioration, certes simplifiée, mais quand même présente et appréciable, l'amélioration de notre personnage, les modificateurs, notre deck qui s'améliore un peu. Donc là-dessus, c'est vraiment très bien. On va également retrouver les symboles de poison, de saignement, d'immobilisation, de confusion. Voilà, on va retrouver tous ces effets-là qu'on connaît bien sur Gloomhaven. Et on va également avoir les éléments qui vont pouvoir venir booster certaines de nos cartes, comme ici par exemple, en dépensant un R qu'on peut avoir sur une autre carte, on va pouvoir faire des combos qui vont améliorer les caractéristiques de nos cartes. Un point que je trouve très malin, qui a été, je trouve, très bien pensé, c'est qu'une fois qu'on a résolu notre premier scénario, on va commencer à avoir des objets qui vont nous aider pendant notre aventure. Donc là, par exemple, c'est une arme à une main. On va également avoir des armes à deux mains. Donc les armes à deux mains, on peut en avoir une seule, mais on peut très bien avoir deux armes à deux mains. Et on va également, petit à petit, débloquer des objets qui sont là et qu'on va pouvoir utiliser pendant notre aventure. Alors bien qu'on avait déjà ces mécaniques-là d'avoir son inventaire, des armes, etc., je trouve que c'est très bien pensé d'utiliser les scénarios pour en faire ensuite des objets. Surtout qu'on en a 2 par 4, donc on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Et là-dessus, moi, je suis très contente de ce fonctionnement-là. Donc je remets un petit carton vert. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et qui devrait pouvoir être repris dans d'autres jeux. Alors justement, au niveau des scénarios, j'ai rien trouvé de très particulier non plus. Globalement, le contexte, l'histoire qui se passe derrière, elle est pas non plus incroyable. Elle a le mérite d'être présent, mais bon. Moi, alors déjà, c'est un anglais beaucoup plus soutenu. Moi, j'avais pas le niveau, donc j'ai fait Google Lens pour que ça puisse traduire automatiquement à partir d'une photo. Mais voilà, l'histoire n'est pas palpitante non plus. Globalement, si on passe à côté, ce n'est pas très grave. Les ennemis et les arènes, du coup, qui sont derrière les cartes, sont plutôt intéressantes. Elles changent beaucoup de scénario en scénario. C'est un point que j'ai bien apprécié. On a également quelques scénarios qui vont être uniques à notre personnage, avec un petit symbole en haut. Là, par exemple, c'est pour le personnage que j'ai, Bruiser. Mais voilà, on a un scénario supplémentaire par personnage. Ça n'ajoute honnêtement pas grand-chose, mais bon, voilà, c'est un petit plus qu'ils ont mis dans le jeu, pourquoi pas. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, du coup, on a 6 personnages différents, chacun avec leur deck. Ils ont chacun un peu une spécialité. Bruiser, il va plutôt être assez polyvalent, c'est le guerrier un peu de base. Mais on va avoir d'autres personnages qui vont être plus sur l'aspect un peu magie combo. Donc voilà, ça peut être des personnages à découvrir. Est-ce qu'il y avait besoin qu'il y en ait 6? Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils seront vraiment tous si différents? Je suis pas sûre non plus. Mais bon, c'est dedans, pourquoi pas également. En matière de durée de jeu, le jeu comprend 20 scénarios. Donc il y en a 14 communs et un unique pour chaque personnage. En général, vous allez échouer, je pense. Enfin, si vous êtes comme moi, la moitié du temps, une fois sur 2 quasiment. Donc ça va rallonger un peu vos parties. Donc je dirais qu'il faut compter 12-13 heures de jeu pour faire une campagne, en sachant que bien entendu, vous pourrez la rejouer avec potentiellement d'autres personnages ou d'autres difficultés. Donc voilà, si vous aimez vraiment le jeu, vous avez quand même de quoi faire pour un prix qui est très accessible. Pendant le financement participatif, il était à 23-24 € avec les frais de port et les TVA, frais de conversion bancaire, etc. Et il me semble qu'on le trouve autour des 21-22 € sur certaines boutiques, avec potentiellement des frais de port en plus. Voilà, en tout cas, il y a quand même de quoi faire.
Je vais quand même nuancer un peu mon propos. Je trouve qu'il y a tout de même une certaine limite en termes de rejouabilité. Je trouve pas qu'il y ait un immense intérêt à refaire les campagnes. Je vois plus comme le fait de prendre un scénario et de pouvoir le jouer. C'est quand même pour ça bien fait, parce qu'on va pouvoir se baser uniquement sur le niveau, le level de la carte, et on va pouvoir jouer une partie comme ça, complètement déconnectée d'autre chose. Donc moi j'ai quelques scénarios par exemple que j'ai préférés, et bien pourquoi pas les essayer avec différents personnages. Pour conclure, je trouve que cette boîte respecte quand même bien ses promesses. On a vraiment Gloomhaven miniaturisé, avec les mêmes sensations. Je trouve que la profondeur stratégique est vraiment très présente. D'ailleurs, je pense qu'elle l'est plus que dans Mâchoire du Lion. Par contre, on perd un peu le côté histoire et aventure, qui est un peu moins représenté ici. Par contre, vraiment, l'aspect stratégique va être très, très importante, notamment par le fait qu'on ait peu de cartes qui servent de chronomètre. La volonté aussi du jeu de proposer des parties courtes, forcément, ça demande à réduire les possibilités, et du coup on va être presque sur un puzzle pour trouver le bon combo pour réussir à remporter le scénario. Forcément, comme c'est pour un joueur, ils ont prévu un seul personnage, donc on va aussi perdre un peu les combos qu'on pouvait avoir sur Gloomhaven Mâchoire du Lion, où il y en a un qui pousse l'ennemi dans les bras de l'autre, qui va lui donner un sacré coup dans la figure et l'assommer, ou le tuer. Ça, voilà, forcément on y perd. Maintenant, je trouve qu'on retrouve quand même l'essence majoritaire de Gloomhaven, et que c'est une adaptation très réussie. Alors je vais recommander ce jeu surtout pour des personnes qui ont déjà aimé Gloomhaven, qui ont déjà eu une expérience Gloomhaven, que ce soit le gros ou le Mâchoire du Lion, qui souhaitent retrouver des mécaniques très très semblables dans une petite boîte. Pour moi, c'est un peu une nostalgie. J'ai bien aimé Mâchoire du Lion, mais au final, je pense que j'ai davantage joué à Buttons and Bugs parce qu'on peut enchaîner les parties. Il est beaucoup plus pensé pour les joueurs solo, donc il y a plus de réflexion. Il y a moins, à mon sens, de temps mort que je trouvais un peu dommage dans Mâchoire du Lion. Après, si c'est quand même votre premier jeu, que ce soit solo ou à plusieurs dans Gloomhaven, je trouve que Mâchoire du Lion est une meilleure porte d'entrée pour découvrir cette gamme. Et pourquoi pas après aller sur Buttons and Bugs. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Je me suis bien amusée sur le jeu, donc je vous le recommande sans hésiter. Avec quand même une bonne qualité de matériel, j'ai fait une trentaine de parties, je pense, et quand même le matériel a bien résisté aux différentes manipulations, même les compteurs de points de vie que je décris comme pas étant terribles, ils ont plutôt aussi bien résisté aux différentes manipulations, et il y en a eu quand même beaucoup. Donc, globalement, le matériel est de bonne qualité, le jeu est une belle adaptation, donc si ça peut vous intéresser, moi en tout cas je vous le recommande. Je vous invite à aller voir la vidéo de partie qui a été publiée juste avant, et si vous êtes un peu curieux du matériel, j'ai également fait une vidéo d'unboxing. J'espère que cette vidéo et ce format vous ont plu. C'est un format que je vais essayer d'appliquer dans plusieurs vidéos. Alors celui-ci était le premier, donc il est probablement pas parfait. Mais voilà, c'est dans le but d'améliorer un peu les avis et de vous proposer quelque chose d'un peu plus structuré et d'un peu plus réfléchi que ce que je pouvais faire auparavant. J'espère que cela vous a plu, et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien!